Chers auditeurs, bonjour. Vincent, micro de RFM, vous allez vivre l'heure la plus sombre. Chers auditeurs, pour cette 71e émission, nous avons le plaisir de recevoir à nouveau Youssef Indy. Youssef, bonjour à vous. Bonjour Vincent, bonjour Xavier. Youssef Indy, nous vous avons déjà reçu au micro de l'heure la plus sombre. Vous êtes écrivain et historien de l'eschatologie messianique. Vous avez écrit plusieurs ouvrages publiés aux éditions Sigeste et tous disponibles sur le site contreculture.com. Un premier ouvrage intitulé Occident et Islam, tome 1, sources et genèse messianique du sionisme. Un second ouvrage intitulé Les mythes fondateurs du choc des civilisations. Et vous nous revenez aujourd'hui avec un petit livre aux dimensions d'un livre de poche et intitulé La mystique de la laïcité, généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Peillon. Nous allons en parler tout de suite, chers auditeurs, mais laissez-moi vous informer que je suis accompagné, comme chaque semaine, de Xavier. Xavier, bonjour à toi. Bonjour à tous. Youssef Indy, pour beaucoup de gens, la laïcité évoque la loi 1905 de séparation de l'Église et de l'État. Vous vous positionnez à contre-pied de cette affirmation. Expliquez-nous. D'abord, en fait, la laïcité n'est pas la séparation des églises et de l'État. La loi de 1905 ne mentionne même pas la laïcité. En fait, la loi de séparation des églises et de l'État est l'arme de la laïcité. La laïcité est en réalité la religion occulte, la religion cachée qui est dans le sein des saints du temple de la République. Alors pourtant, on nous explique que cette laïcité, donc séparation de l'Église et de l'État, a permis en France, pays traversé par les guerres de religion, de maintenir la paix civile et que finalement la laïcité serait une continuation du message de Jésus, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Alors en fait, cette question de l'interprétation en fait moderne de ce passage des évangiles, je l'ai traité dans mon second ouvrage pour montrer qu'elle a été en fait tirée de son contexte et manipulée. Et lorsqu'on nous dit qu'en fait la loi de 1905 vient mettre un arrêt aux guerres civiles en France, en fait on fait surtout référence aux guerres civiles protestantes et enfin la guerre qui a opposé les catholiques et les protestants dans la seconde moitié du XVe siècle. Alors qu'en réalité, bon, je vais pas rentrer dans cette période historique plus précisément, mais ce qu'il faut dire, c'est que le protestantisme, en fait, l'ère moderne commence avec la réforme protestante, qui n'est pas seulement une réforme religieuse, mais aussi une réforme politique. En fait, le protestantisme est une religion révolutionnaire, en quelque sorte. C'est pour ça qu'elle est totalement compatible du point de vue des républicains avec la République. Et les protestants ont voulu prendre le pouvoir en Allemagne, puis en France. Ils ont été considérés, comme le dit Jacques Bainville, comme une cinquième colonne en France. Et qui se diffuse grâce à l'imprimerie qui permet à l'Ancien Testament d'être lu par plus de gens. Oui, alors donc pour revenir à la laïcité, c'est un argument fallacieux que de dire que c'est la loi de 1905 qui a mis un coup d'arrêt aux guerres idéologiques, puisque l'histoire de la laïcité, les racines de cette histoire n'a pas de rapport avec les guerres civiles en France. Elle a un rapport plutôt avec la destruction du catholicisme, puisque les révolutionnaires, dès le lendemain de la Révolution, vont enclencher un double mouvement. 1, de destruction du catholicisme et 2, de recherche d'une religion de remplacement, de substitution au catholicisme. Elle est là, la réalité historique, et ça n'a pas de rapport, contrairement à ce que dit d'ailleurs Jean-Claude Michéa dans son ouvrage L'Empire du moindre mal, la laïcité, la sécularisation, même et le libéralisme qui est son corollaire, n'ont pas de rapport avec les guerres civiles en réalité. Alors, votre livre Mystique de la laïcité, sous-titré Généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Peillon, pourrait être en quelque sorte un que sais-je sur la laïcité ou la laïcité pour les nuls. Donc c'est un ouvrage assez court, assez facile à lire et très didactique. Mais de recherche, c'est-à-dire que c'est le premier ouvrage qui met en exergue, qui débusque la réalité de la religion de la République. Alors vous partez justement de citations de Vincent Peillon. Enfin, c'est dans les derniers chapitres que je cite Vincent Peillon. Il l'a lu à l'envers. Comme un manga. Non mais au début, vous citez, dans votre introduction, vous citez Vincent Peillon pour justement revenir aux racines
des thèses qu'il développe en expliquant que la République avait besoin de religion. Oui. Alors, oui. Et donc vous abordez un personnage absolument central qui s'appelle Junius Frey. Alors qui est Junius Frey ? À quelle époque a-t-il vécu ? Alors d'abord, par rapport à Vincent Peillon, je cite Vincent Peillon puisque Vincent Peillon est d'abord un chercheur, spécialiste de l'histoire de la République. Et Vincent Peillon a écrit un livre assez important, peu connu, peu lu et mal compris en fait, puisqu'il est assez abscon en quelque sorte. C'est une religion pour la République. Dans cet ouvrage, en fait, il retrace la religion de la République à partir du 19e siècle. Et il dit par exemple qu'aux origines de la religion de la République, il y a l'illuminisme et la Kabbale. Mais il n'apporte aucune preuve, aucun élément. En fait, ce que je dis, c'est qu'il s'adresse aux initiés. Moi, ce que je fais dans cet ouvrage, c'est que je remonte au Moyen-Âge pour retrouver les racines, les origines de cette religion, qui est en fait ce que j'appelle un néo-christianisme kabbalistique, donc au 19e siècle, mais qui s'inspire en grande partie de la Kabbale chrétienne. Oui, vous passez très vite sur ce concept de néo-christianisme kabbalistique. Pourtant, on a l'habitude d'opposer ces deux termes, christianisme et Kabbale. Kabbale faisant référence plutôt au judaïsme. Oui, alors ce que j'explique dans l'ouvrage, ce que je montre, c'est que la Kabbale chrétienne, dont on croit que la figure, le père est Pie de la Mirandole, qui a vécu dans la seconde moitié du XVe siècle. En fait, on croit que c'est Pie de la Mirandole qui est l'initiateur de la Kabbale chrétienne, mais en réalité, je montre que c'est son maître, Flavius Mithridate, juif, maran, converti au christianisme, qui s'est fait prêtre, qui est devenu influent au Vatican. C'est lui qui est devenu le maître de Pie de la Mirandole, qui lui a appris le chaldéen et l'hébreu et qui l'a initié à la Kabbale. Et ce même Flavius Mithridate s'inscrit dans une tradition juive kabbalistique, donc de kabbalistes, qui à partir du XIIIe siècle vont commencer à se convertir au christianisme pour faire pénétrer la Kabbale dans le christianisme. Donc je reviens à Junius Frey, à la question de Xavier. Moïse Dobruschka, de son vrai nom. Alors son vrai nom, c'est Moses Dobruschka, alias Franz Thomas von Schoenfeld, alias Junius Frey. En fait, c'est le petit cousin de Jacob Frank. Il vient de la haute bourgeoisie juive autrichienne. Il va se convertir faussement au catholicisme en 1775. Il va être anobli par l'empereur d'Autriche Joseph II, et c'est un érudit qui maîtrise à la fois les sources kabbalistiques, talmudiques, sabbatéennes, mais aussi les écrits philosophiques, Kant, Rousseau, Voltaire. Et quand la Révolution française se déclenche, Junius Frey va faire partie de ces franquistes qui vont rallier philosophiquement dans un premier temps la Révolution française, puis Junius Frey va se déplacer en France en 1792 via Strasbourg et va devenir un jacobin dominant. Il va intégrer le club des jacobins et va produire à partir de 1793 un traité théologico-politique qui va instaurer en fait préparer la voie à la religion de la République. Il pose les bases de cette future religion de la République. Rappelons que la Kabbale, ce sont des juifs qui veulent accélérer la venue du Messie. C'est bien ça? C'est beaucoup plus large que ça. En fait, il y a la Kabbale qui va se former au 1er siècle. Je traite de tout ça dans mon premier ouvrage. Je ne vais pas y revenir là. Mais la Kabbale va produire des mouvements et surtout le mouvement que j'appelle le messianisme actif au XIIIe siècle. Et en fait, c'est ce mouvement-là, oui, le messianisme actif, qui va avoir pour but d'accélérer le temps, en fait, l'histoire, pour hâter les temps messianiques et hâter le Messie. Et donc, tout ce mouvement-là va influencer, bien sûr, le républicanisme. Le messianisme actif qui est appelé le Tikkun Olam. Oui, alors en fait, le Tikkun Olam, c'est la réparation cosmique, parce que du point de vue des kabbalistes, surtout à partir d'Isaac Luria au XVIe siècle, l'univers a été créé à partir d'une catastrophe, donc d'une brisure de vase, et la mission des Juifs sur Terre est de réparer le cosmos et de rétablir le flux divin qui existait entre le peuple juif et Dieu. Alors, pour revenir à Junius Frey, alors il arrive en France, et ça devient donc, vous l'avez dit, un jacobin, et puis un nationaliste, un révolutionnaire exalté. Alors vous citez « Je suis un étranger dans vos demeures, le ciel de ma maison natale est loin d'ici, mais mon cœur s'est enflammé au mot de liberté. Le mot le plus grand et le plus beau du XVIIIe siècle, j'étais entraîné à sa suite, et à ses mamelles, je m'en suis abreuvé. » Oui. Alors en fait,
Pour expliquer cet amour soudain pour la France et pour la Révolution, j'explique à la fin de l'ouvrage qu'en fait, Junius Frey, il est véritablement la synthèse entre, d'un côté, la cabale chrétienne, bien sûr, mais surtout la synthèse entre la cabale franquiste, qui est catastrophique, qui veut amener une dépravation universelle, et le mouvement de la Haskalah, qui est, donc on appelle aussi les Lumières juives, la Aufklärung, le père de la Haskalah. C'est Moses Mendelssohn qui, à partir de 1780, prône non pas une conversion, une fausse conversion des Juifs, mais une assimilation des Juifs dans la vie européenne sans abandonner leur culture et leur religion, dans le but, in fine, puisqu'il fait jonction avec le franquisme, de détruire Édom, détruire Ésaü, qui est en fait l'Europe chrétienne. Et donc, quel sera le parcours de Junius Frey pendant la Révolution française? Alors, son parcours est très bref, puisqu'il arrive en 1792, et en 1794, il est guillotiné. Donc il monte sur l'échafaud avec Danton et son beau-frère François Chabot, puisqu'il a marié sa sœur, dont le vrai nom est Esther, tout un symbole. Il marie sa sœur Esther à François Chabot, qui est lui aussi un jacobin important. Et ils sont guillotinés en 1794 avec Danton par Robespierre. Alors, ce qui est très paradoxal dans votre ouvrage, c'est que vous dites que le projet républicain est mystique avant d'être politique, que les Jacobins sont en quelque sorte les théologiens de la Révolution, ce qui est absolument contre-intuitif. Oui, alors, parce qu'on pense que la Révolution française est simplement une révolution bourgeoise, une révolution pour, comme le disent certains républicains, pour apporter la fin de la lutte des classes, parce qu'on est déjà dans les prémices du socialisme, même avec Junius Frey, qui parle qui parle d'égalitarisme, puisque même les bolcheviks vont plus tard reprendre toutes ces notions-là de la Révolution française. Et donc, en fait, ce qu'il faut comprendre, donc c'est pour ça que dans mon ouvrage, je pars du baptême de Clovis pour comprendre la structuration théologico-politique de la France, qui est en fait, qu'on peut résumer par l'alliance organique entre la monarchie d'un côté et l'Église de l'autre. Et les révolutionnaires vont comprendre immédiatement, et surtout les Jacobins, après justement l'échec de la soumission d'une bonne partie des prêtres à la Convention de juin-juillet 1790. Donc c'est la constitution civile du clergé, elle échoue en partie. Et les Jacobins vont réagir immédiatement et ils vont essayer de produire ce que certains appellent un culte civique. Donc pourquoi ? Parce qu'ils comprennent une chose, c'est que on ne doit pas détruire la France de leur point de vue. On doit abolir la monarchie et détruire l'Église et les remplacer immédiatement par des institutions de substitution. Il va y avoir une contre-Église. C'est en fait la religion des Lumières, de la laïcité. Et il va y avoir une contre-monarchie, c'est la République. Donc les républicains, les révolutionnaires, dès le départ, sont conscients qu'il faut, comme Gustave Le Bon le dit, une religion pour sous-tendre un régime. Sans religion, pas de régime. Donc le sens de l'histoire est religieux et l'essence de la République, l'essence de la Révolution est profondément religieux et mystique. Et c'est ce qui est ignoré, puisqu'en général, les historiens restent quand même en surface et négligent surtout les historiens modernes la dimension mystique de l'histoire. On va avoir les droits de l'homme et du citoyen sur le modèle des tables de la loi ou le culte de l'être suprême. Oui, alors, et c'est là que le néo-christianisme kabbalistique, ce que j'appelle le néo-christianisme kabbalistique, doit être compris. Parce que du point de vue de ces nouveaux kabbalistes qui se réclament du Christ, comme Junius Frey, ils disent, Junius Frey dit que en fait Jésus était un anticlérical, qu'il était contre le pouvoir théocratique et que Jésus, donc pour lui, les évangiles bien compris, c'est l'instauration de la religion des droits de l'homme. Pour lui, Jésus est venu instaurer les droits de l'homme. De même que Moïse, de son point de vue, qu'il attaque très, très virulemment, de son point de vue, Moïse a caché la véritable religion qui est la religion des droits de l'homme. Donc en fait, il va y avoir une véritable transformation du franquisme qui, dans un premier temps, veut hâter les temps messianiques par la destruction, l'abolition de toutes les lois et l'universalisation de la dépravation. Et avec la Révolution française, il va y avoir une dimension progressiste et positive
de la Révolution et même de l'histoire. Donc pour les franquistes, il ne faut plus hâter la dépravation universelle, mais accompagner ce mouvement positif qui doit instaurer la religion des droits de l'homme. Et pour eux, la Révolution française est ce processus-là qui doit accomplir le projet franquiste et messianique juif. Vous parlez de franquisme. Est-ce que vous pouvez nous rappeler, s'il vous plaît, qui est ce fameux Jacob Frank ? Alors, Jacob Frank est un rabbin qui a vécu au XVIIIe siècle, qui a prétendu qu'il était la réincarnation de Sabbatai Tzvi, le faux messie qui vivait en Turquie et qui s'est faussement converti à l'islam. Donc lui, Jacob Frank, et ses disciples vont se convertir faussement au catholicisme. Et le projet de Jacob Frank, comme je l'ai dit, c'est de détruire Édom, c'est-à-dire détruire l'Europe et sa religion, le christianisme, en se convertissant donc au christianisme et en pratiquant les lois chrétiennes mieux que les chrétiens eux-mêmes. Donc Jacob Frank est véritablement un messianiste catastrophiste, puisqu'il veut une dépravation universelle, une destruction d'Édom dans un premier temps, mais aussi d'Ishmaël, et ça c'est les Sabbatéens qui s'en sont occupés. Voilà, pour résumer. Alors justement, dans votre ouvrage, vous citez Gershom Scholem, qui, dans la Kabbale, une introduction, thème et biographie, donc publiée en 2003 chez Gallimard, rapporte les conceptions de Jacob Frank. Je cite : « Sa conception du sabbataïsme revêtit un aspect résolument nihiliste. Sous le sceau du silence, le vrai croyant qui possède Dieu dans le secret de son cœur peut traverser toutes les religions, les rites et les ordres établis sans donner son adhésion à aucun, mais au contraire en les anéantissant de l'intérieur et en instaurant ainsi la véritable liberté. La religion constituée n'est qu'un manteau qui doit être endossé puis rejeté sur le chemin de la connaissance sacrée, entre guillemets. La gnose du point où toutes les valeurs traditionnelles sont anéanties dans le courant de la vie. Il propagea ce culte nihiliste sous l'appellation de voie vers Esav ou Édom, incitant à l'assimilation sans vraiment y croire et espérant la miraculeuse renaissance d'un judaïsme messianique et nihiliste, surgissant dans les douleurs de l'enfantement d'un bouleversement universel. Ces conceptions ouvraient la voie à la fusion entre la dernière phase du messianisme et de la mystique sabbataïste d'une part, et de l'autre le rationalisme contemporain et les tendances laïques et anticléricales. La franc-maçonnerie, le libéralisme, voire le jacobinisme peuvent être considérés comme d'autres façons de tendre au même but. » Oui. Tout est dit. Tout est dit là. Alors, pour résumer, en fait, pour comprendre d'où vient cette conception-là, il faut revenir à la Kabbale et surtout à la Kabbale lourianique. Dans la conception kabbalistique, il y avait l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avec le péché d'Adam, il y a eu une séparation de ces deux arbres et la formation de l'écorce du mal. Et en fait, cette écorce du mal est descendue sur terre et elle renferme les étincelles de sainteté, les étincelles divines et les étincelles de sainteté d'Adam. Et en fait, la mission des Juifs sur terre, du point de vue des kabbalistes, c'est de détruire cette écorce pour libérer ces étincelles. Et les écorces, c'est qui ? C'est principalement Édom et Ismaël, c'est-à-dire les chrétiens et les musulmans. D'où le projet de Sabbatai Tzvi dans un premier temps et Jacob Frank, se convertir faussement à l'islam, se convertir faussement au catholicisme pour le détruire de l'intérieur et libérer ses étincelles. Donc ça se traduit comment ? Par la destruction des religions des goïms, par la destruction des nations pour accomplir la prophétie dont je parle dans mon premier ouvrage du prophète Obadiah qui dit: à la fin des temps, les nations seront ivres et elles seront comme si elles n'avaient jamais été. Dans le messianisme juif, la gloire d'Israël, le règne universel d'Israël ne peut advenir qu'après la destruction des religions et des nations des goïms. Et alors, pour bien montrer que vous ne délirez pas et que tout est sourcé, oui. La filiation entre Jacob Frank et Junius Frey est établi également par Gershom Scholem, encore une fois, qui écrit à propos de philosophie sociale dédiée au peuple français, donc l'ouvrage écrit par Junius Frey pendant la Révolution, en 1793, un an avant sa mort. Gershom Scholem écrit: cet ouvrage est animé dans les passages relatifs à la religion par un radicalisme éclairé qui, aux yeux des franquistes, ne contredit nullement la mystique ésotérique, mais au contraire la complète. Oui. Alors, en fait,
c'est là où c'est le coup de génie de Junius Frey, c'est-à-dire qu'il comprend qu'il ne peut pas faire pénétrer les concepts kabbalistiques dans la Révolution française et la République française. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire une synthèse. Déjà, il y a eu la synthèse opérée entre la Kabbale chrétienne et la Kabbale franquiste, et il va, à partir de cette première synthèse, opérer une deuxième synthèse, c'est la synthèse entre ce tout kabbalistique et la philosophie des Lumières, c'est-à-dire Voltaire, Rousseau, et même avant même les Européens républicains, il va introduire Emmanuel Kant dans sa philosophie pour en fait masquer. C'est vraiment un concept kabbalistique, c'est-à-dire qu'il va mettre à l'intérieur de cette écorce philosophique français, la Kabbale. Et cette Kabbale va traverser le 19e siècle et le 20e, puisqu'elle va se retrouver, comme je l'ai dit au départ, dans le sein des saints du Temple de la République. C'est-à-dire une religion cachée, le cœur nucléaire de la religion de la République, qui a échappé à l'attention de quasiment tous les historiens en dehors des initiés. Et alors, pour opérer justement ce tikkun olam, cette réparation, cette révolution, les loges vont se procurer un peuple qui va accomplir cette visée messianique. Avant la Révolution, comme vous le rappelez, donc en 1787, affiliés des crocheteurs, des portefaix, des rôdeurs, des brigands de rue ou de grands chemins ou des assassins. Oui. Alors là, je cite en fait Maurice Talmer, qui a écrit un livre assez intéressant, qui est aux éditions Contre-Culture d'ailleurs. En fait, ce que j'explique, c'est que jusqu'en 1787, la franc-maçonnerie était une organisation d'élite. Il y avait des militaires, des nobles, beaucoup de nobles, des aristocrates, etc. Et à partir de 1787, 2 ans avant, on va avoir des crocheteurs, des portefaix, des brigands et des assassins qui vont être affiliés à la maçonnerie, qui vont être utilisés comme aujourd'hui au Proche-Orient pour abolir, détruire la monarchie et l'Église et instaurer un nouveau régime. On est toujours dans le même processus, en fait. Et on retrouve aussi ce messianisme chez des auteurs socialistes, marxistes, comme Georges Lukács, où le peuple Oui, doit alors, accomplir. Dans mon 3e chapitre qui s'appelle le 19e siècle mystique, j'ai 2 sous-chapitres, c'est-à-dire un qui s'appelle la mystique du socialisme et l'autre la mystique de la République, la mystique républicaine. Et je montre qu'en fait, au départ, avec Isaac Luria, on a le peuple juif qui est le seul et unique moteur de l'histoire. Avec la Révolution française et la fusion du franquisme avec la Révolution française, on va élargir ce rôle de moteur de l'histoire au goïm. Dans le cas du socialisme, c'est la masse prolétarienne qui va devenir le moteur de l'histoire. Et dans la mystique républicaine, ce sont les élèves de la République, surtout de la Troisième République, qui vont devenir les citoyens français, les citoyens républicains, qui vont être le moteur de l'histoire. En fait, on est toujours dans un messianisme, mais qui va prendre des formes diverses. Via les fameux hussards noirs de la République. Oui, c'est-à-dire que, comme le dit Vincent Payon, la République va avoir une religion à la place du catholicisme, donc la laïcité. Elle va avoir ses temples, c'est l'école, et elle va avoir ses messagers, qui sont les hussards noirs de la République. Youssef Indy, autre chose de très paradoxal que vous écrivez, c'est que la greffe de la République n'a jamais prise. Or, si on interroge les Français, on se rend compte qu'au contraire, la monarchie est plutôt ridiculisée et les gens n'ont pas spécialement d'hostilité à l'égard de la République. Comment vous pouvez dire que la greffe de la République n'a jamais prise? C'est parce qu'en fait, elle n'est pas fonctionnelle historiquement. C'est-à-dire que si on voit l'histoire de France à partir du baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française, on voit que cette symbiose entre la monarchie et l'Église a fonctionné. Mais la République et la Révolution française n'ont été consciemment ou inconsciemment considérées par le peuple français que comme un projet négatif vis-à-vis du catholicisme. Et en fait, pour les Français, la laïcité, la République est resté quelque chose de négatif et non pas positif. C'est pour ça que les républicains se sont battus tout au long du 19e siècle pour formaliser cette religion
afin que les Français puissent y adhérer. Et en fait, la preuve, pourquoi est-ce que... il faut pas analyser l'histoire à partir d'un moment T ou de la conception que peut avoir le peuple par rapport à la République. Il faut avoir une vision de longue durée. À partir de 1789, donc on a la Révolution. Première République, ça échoue. Empire. Puis on a la Restauration, Révolution 1830, Révolution 1848, Deuxième République, puis le Second Empire, puis la Troisième République, puis la Quatrième et la Cinquième. C'est pour ça que je dis que la greffe ne prend pas, il n'y a pas une stabilité dans le temps. Ils sont sans cesse obligés d'actualiser, de renouveler cette République. Si le peuple français y avait adhéré, il n'y aurait pas eu cette lutte idéologique dès le lendemain de la Révolution française. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que sur le plan historique et sociologique et anthropologique, la République française a accouché d'un conflit permanent entre la région centrale française et en plus c'est la région centrale française où les prêtres ont adhéré à la convention civile du clergé, une constitution accouchée par la convention, et toutes les régions périphériques contre-révolutionnaires sont les régions où les prêtres n'ont pas voulu adhérer à cette constitution. Et c'est à partir de là que va se structurer sur le plan idéologique, politique et sociologique la gauche et la droite qui vont être en conflit permanent. Il faut comprendre que il y a même dans l'histoire de la République une tension permanente au sein même du peuple français, alors que à partir du baptême de Clovis jusqu'à la Révolution française, le catholicisme a réussi à cimenter le peuple autour d'une religion, et la société était structurée, de manière verticale, alors qu'avec la Révolution française, on va avoir une véritable tension et une structuration sociale horizontale et en tension permanente. Donc en fait, en quelque sorte, vous nous dites que les républicains n'ont pas réussi à ériger la laïcité comme religion de substitution. Oui. Par rapport au christianisme. Oui, la laïcité n'a jamais pu cimenter le peuple français, puisque si ça avait été le cas, il n'y aurait jamais eu ces conflits tout au long du 19e siècle et du 20e siècle. Et aujourd'hui, on est rentré dans la phase finale de ce conflit qui risque de faire imploser la social-démocratie et la République. Pourtant, depuis 1905, les Français votent. Et votent même assez massivement pour les républicains, la gauche. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, j'explique ça dans les deux derniers chapitres, surtout le dernier chapitre de mon ouvrage, où je montre qu'il y a eu un véritable travail idéologique qui a été fait en amont. J'ai parlé de la Troisième République, j'ai parlé de l'école, j'ai parlé des hussards noirs. À partir de 1880, avec Jules Ferry et Ferdinand Buisson, on va commencer à faire un travail je dirais pas de lavage de cerveau, mais presque, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire pénétrer dans les cerveaux, dans la conscience des enfants, donc, et des futurs citoyens, cette nouvelle religion. Et comme je le dis, même si à partir de 1905, en effet, les Français vont commençait à voter d'ailleurs systématiquement à gauche, cette tension va se poursuivre puisqu'il y a eu sous la Troisième République le boulangisme, après il y a eu l'Action française, tous les mouvements appelés les mouvements antisémites, il y a eu une tension permanente. Et en fait, cette tension s'est arrêtée quand, véritablement? Avec Vatican II et la phase terminale de la mort du catholicisme. Mais cette phase terminale, comme l'explique Emmanuel Todd, de disparition du catholicisme, a eu un effet, donc comme ricochet, elle a détruit le communisme et le socialisme. C'est-à-dire qu'on est en France dans un système de vide religieux et de vide idéologique et qui pose des problèmes, pas seulement politiques, mais des problèmes anthropologique, puisque c'est ça qui a donné naissance à cette société atomisée. On est face à un problème anthropologique majeur, et c'est la Révolution française, avec sa fausse religion, qui ont produit cette société-là atomisée, avec tous les effets politiques, économiques que l'on connaît. Sur la Révolution française, vous parlez des révolutionnaires, en général. Mais on sait très bien que les révolutionnaires se sont entretués. Robespierre n'est pas Marat, qui lui-même n'est pas Danton. Est-ce que vous essentialisez pas cette Révolution française
En lui donnant un sens unique. Alors déjà, dans mon ouvrage, je parle pas des révolutionnaires au sens large, parce que je parle vraiment du club des Jacobins. Il faut pas oublier une chose, c'est que mon livre est une approche religieuse de l'histoire de la Révolution. Ce n'est pas un livre d'histoire classique, c'est-à-dire que j'essaie d'analyser la naissance, la formation de cette religion. Et je pars du club des Jacobins. C'est pas un livre sur la Révolution française en tant que tel. C'est comme il est écrit dans la 4e de couverture, j'analyse l'histoire de ces 2 derniers siècles avec une approche d'historien des religions et non pas d'historien simplement politique. Cela dit, on parlait de Vatican II comme étant la destruction finale de la religion catholique, et vous l'écrivez très bien dans votre livre. Cela dit, on est quand même arrivé à un stade dans la destruction des dômes beaucoup plus avancé, puisqu'aujourd'hui on est dans la destruction dans son essence même, dans son essence ethnique, par l'immigration afro-asiatique, alors que les mêmes qui opèrent cette destruction pointent du doigt l'islam comme les magiciens de close-up au moyen d'une misdirection. Et une misdirection, Xavier, c'est quoi ? Le moment où le magicien fait son truc, en quelque sorte, en montrant quelque chose d'autre au public. Alors, on m'avait posé cette question-là à Radio Courtoisie il y a peu. On m'avait dit, est-ce qu'aujourd'hui, les immigrés ne jouent pas le rôle que jouaient jadis avec les socialistes, la masse prolétarienne, c'est-à-dire une nouvelle classe messianique ? J'ai dit oui, puisque selon eux, l'histoire est exclusivement dialectique, tension et confrontation. À partir du moment où, surtout à partir de la fin des années 60, les socialistes abandonnent les classes laborieuses, elles vont utiliser cette nouvelle classe laborieuse que sont les immigrés, donc le prolétariat du tiers-monde, pour l'envoyer, le jeter contre les peuples européens. Et là, il faut analyser cette histoire-là sous une perspective pas seulement historique, mais aussi économique, puisque le système de libre-échange généralisé a très largement contribué à cette destruction des dômes par les masses migratoires. Et cela dit, l'utilisation des immigrés comme masse messianique est aussi explicable de façon mystique, puisque la figure du réfugié est très importante dans la mystique juive. Oui, là c'est une question, c'est une réflexion intéressante qu'il faudrait creuser. Alors dans la galerie de portraits que vous dressez dans votre livre, donc on a parlé de Junius Frey, on a parlé de Vincent Peillon, et vous abordez aussi une figure assez centrale qui est celle de Ferdinand Buisson. Est-ce que vous pouvez expliquer aux auditeurs qui est ce Ferdinand Buisson ? Alors Ferdinand Buisson a vécu au 19e, 20e siècle, c'est un agrégé de philosophie, franc-maçon, qui avait d'ailleurs déclaré dans une lettre en 1868, donc envoyé à Victor Hugo, qu'il voulait créer une grande franc-maçonnerie à ciel ouvert. Et lui, Ferdinand Buisson, va avoir un rôle tout à fait important, puisqu'il va être l'héritier de ce néo-christianisme kabbalistique et illuministe via plusieurs relais, et il va être l'héritier d'Edgar Quinet, qui lui est aussi le porteur de ce projet. Et Edgar Quinet va formaliser, en fait, à partir de 1848, la stratégie qui va être appliquée par Ferdinand Buisson et Jules Ferry. En 1848, et au lendemain, avec l'échec de la Deuxième République, Edgar Quinet prend conscience que le catholicisme est la religion historique et anthropologique du peuple français. Et donc, il faut absolument lui trouver un substitut, mais en même temps s'en débarrasser définitivement. Et c'est là qu'il théorise la séparation de la société ecclésiastique et la société, on va dire, civile. C'est-à-dire, concrètement, chasser l'Église, le catholicisme des écoles, de l'espace public, pour le remplacer par ce néochristianisme kabbalistique. Et c'est Jules Ferry et Ferdinand Buisson qui vont se partager le travail. Jules Ferry, à la tête de l'enseignement public, va nommer Ferdinand Buisson à la tête de l'école primaire. Donc, Jules Ferry, lui, va organiser la chasse aux catholiques et à l'église pour le chasser de l'école, tandis que parallèlement, donc à partir de 1880, Ferdinand Buisson va injecter ce déisme humain, c'est-à-dire cette idée, ce projet de transformer les élèves de la République en messie
en sauveur, comme le disait Edgar Quinet. Mais Ferdinand Buisson va aussi se retrouver en 1905, c'est là que c'est intéressant, à la tête de la commission parlementaire de séparation des églises et de l'État. C'est-à-dire qu'il va achever le projet, la stratégie d'Edgar Quinet en chassant, donc, parce que la loi de 1905 va être extrêmement brutale en confiscation des biens de l'Église, etc., pour chasser définitivement l'Église et son influence pour faire pénétrer définitivement cette nouvelle religion de la laïcité. Et plus tard, après Vatican II, les marges françaises qui étaient restées catholiques malgré tout seront incorporées à cette nouvelle religion via ce qu'on a appelé les chrétiens de gauche, c'est-à-dire la jeunesse ouvrière chrétienne, le PSU, avec notamment la Bretagne. Pourquoi la Bretagne vote aujourd'hui à gauche alors que c'est historiquement une terre très catholique, voire même ce qu'on a pu appeler les Chouans? Alors, à la fin du 19e siècle, on a déjà l'enclenchement de ce processus-là, puisqu'il va y avoir donc, les héritiers des prêtres conventionnels, en fait, qui vont rester chrétien tout en adhérant au projet républicain, et c'est ce qui va accoucher du catholicisme libéral. On va essayer d'adapter le catholicisme à la modernité, et la phase finale de ce processus-là, comme vous l'avez dit, c'est avec Vatican II, mais sur le plan anthropologique, ça va être une catastrophe, puisque, comme je l'ai dit, la droite française a un garde-fou, c'est le catholicisme et l'Église, et la gauche française, surtout le Parti socialiste, a un garde-fou, c'est le Parti communiste. C'est-à-dire ça les tenait en pesanteur, en quelque sorte. Avec Vatican II, il va y avoir une sorte d'apesanteur, et la droite, avec la disparition du catholicisme, va être comme absorbée idéologiquement par la gauche, qui est l'héritière de la Révolution et de la République. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de gauche et de droite, il n'y a qu'une seule gauche. Donc on n'a plus un bipartisme, on a une sorte de parti monopode bicéphale. C'est-à-dire qu'on a un seul pied avec deux têtes, mais la structuration du jeu politique français est totalement, justement, déstructurée. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains ont voulu faire de l'entrisme dans le Front National pour l'intégrer à l'arc républicain et reconstituer ce jeu des partis avec une gauche qui a donc la fusion de l'UMP et le PS, et une droite qui pourrait à l'avenir être le Front National. Je pense que c'est ça la stratégie. Mais on reste toujours dans des stratégies et des stratégies et des réformes de forme institutionnelle, projet de 6e République, etc. Et ce que je dis, c'est que tout ça ne sauvera pas la République, puisque c'est un projet religieux qu'il faut établir. Alors, vous parliez de la 6e République, c'est très intéressant parce que c'est un projet qu'on voit bien qu'on essaye de nous vendre via Jean-Luc Mélenchon, via Arnaud Montebourg, pour susciter un regain d'adhésion à ce qu'on appelle les valeurs de la République. Et pourtant, cela ne prend pas. Voilà, c'est ce que j'explique, c'est-à-dire que la greffe ne prend toujours pas. C'est pour ça que depuis le début des années 2000, on a un Arnaud Montebourg soutenu par Vincent Peillon qui a proposé justement ce projet de 6e République. Et ça a été repris en fait par le très opportuniste Jean-Luc Mélenchon. Et il y a derrière tout cela, je cite Vincent Peillon, qui est dans le temple du Grand Orient et qui dit très clairement, c'est rapporté par le Figaro, donc je rapporte dans mon ouvrage, et qui dit très clairement qu'il faut régénérer la spiritualité de la République via l'école, etc., etc. Donc on voit qu'il y a une crainte de ces gardiens du temple parce qu'ils voient le temple de la République s'effondrer, donc ils essaient de le rénover. Et de la même façon, on a vu que le printemps républicain qui devait continuer l'esprit Charlie a complètement échoué, et on voit également ce qu'on appelle la démocratie participative, qui est un concept qui a été porté par Ségolène Royal, qui est aujourd'hui porté par Emmanuel Macron, et qui est en fait une réponse aux besoins et à la demande des peuples d'une démocratie référendaire, plébiscitaire, car le peuple a bien vu que ses aspirations n'étaient jamais respectées. On est entré vraiment dans un système totalement oligarchique, et comme vous le dites, les peuples s'en sont rendus compte, notamment avec la Constitution de 2005. C'est pour ça, comme je le dis en introduction de mon ouvrage, que il y a au niveau national des gens comme Vincent Peillon qui veulent régénérer la République, et il y a à l'échelle européenne quelqu'un comme Hubert Védrine
qui a proposé une nouvelle Europe dans un livre qui s'appelle « Sauver l'Europe ». Tout est dit dans le titre. En novembre 2016, il sort ce livre-là, où il propose de refonder l'Union européenne avec des institutions plus démocratiques qui respectent la souveraineté des peuples. En fait, on voit un effritement de tout ce système-là à l'échelle continentale, donc l'Union européenne, et à l'échelle nationale. Il y a une véritable panique à bord. Mais précisément, c'est au moment où on voit un effritement de ce système-là qu'il faut s'en méfier le plus, puisque on voit très bien que les tenants de la laïcité ont réussi à opérer la loi de 1905 au moment où la France connaissait un regain important de catholicisme. Exactement. Ce que je rapporte justement dans mon ouvrage, c'est que les républicains vont réagir. En fait, la loi de 1905 est une véritable réaction, puisque il y a dans certaines régions françaises, notamment le sud-ouest, une régénération du catholicisme. Et pour stopper ce mouvement-là, ils font la loi de 1905. Et donc, en fait... Le coup d'État intervient alors que ceux qui l'opèrent sont le plus en difficulté. Exactement. En fait, on voit une rigidification du système politique lorsqu'il commence à s'affaiblir. Et comme je l'ai écrit dans un article, je crois que ça s'appelle « La fin de la démocratie », si on applique les lois physiques à la politique, lorsqu'un système politique se rigidifie, c'est qu'il faiblit, et lorsqu'il se rigidifie, il peut d'autant plus facilement casser. Un système politique fort, surtout un système politique dit libéral, démocratique, est un système qui est capable d'absorber sa propre contestation. Or, quand il commence à s'affaiblir, quand cette pseudo-démocratie est en train de disparaître, notamment avec la fin du jeu des partis, on a une rigidification, et si on continue à avoir des poussées populaires contre ce système, il risque de casser. Bon, moi je serais beaucoup plus circonspect quant au fait que les Français remettent en question la République. Et j'ai pas dit qu'ils la remettaient en question, j'ai dit que la greffe ne prenait pas. Si je peux me permettre, on entend parler toute la journée dans les journaux, à la télévision, à la radio de la laïcité. Je veux dire, les blogs sur la laïcité sur Internet ont absolument aucun succès. Jamais vous allez au bistrot avec un type qui vous dit « Oh, bah moi, la laïcité, enfin, jamais, ça n'arrive jamais. » Et qu'est-ce que vont visiter les Français ? Ils vont visiter le château de Chambord, ils vont visiter le château de Versailles, Notre-Dame de Paris, tout ce qui les raccroche au roi ou à l'église. Oui, et la laïcité est incomprise. D'ailleurs, vous-même, vous m'avez posé la question au départ. Oui, la laïcité, c'est la séparation des églises et de l'État. En réalité, non. Il n'y a même pas le mot laïcité dans la loi de 1905. La laïcité est quelque chose de totalement incompris. C'est une religion occulte, une religion d'initiés. C'est pour ça que ça ne prend pas, ça ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, pas fonctionnel. Dans ce processus d'initiation, il y a quelque chose qui est très intéressant. C'est, comme vous dites, la plupart des gens qui vont vous parler de laïcité vont vous dire oui, c'est pour sauver la paix à cause des guerres de religion en France. Et puis, quand on monte dans l'initiation, on voit très bien les racines kabbalistes qu'on a détaillées chez Junius Frey, mais qu'on retrouve également chez Vincent Peillon. Oui, alors c'est un cas intéressant, Vincent Peillon, parce que c'est un grand laïc, comme je l'ai écrit, il adhère au projet républicain et laïque, mais il n'y adhère pas personnellement. Il adhère, on va dire, philosophiquement, idéologiquement, pas personnellement. Et il y a une contradiction. Alors, c'est pour ça que je remets les choses en perspective. Il faut comprendre ce qu'est la Haskalah, donc l'assimilationnisme, le projet de la Haskalah, pour comprendre l'attitude, la position politique, idéologique, philosophique de Vincent Peillon. Parce que Vincent Peillon lui-même, comme je le rapporte, et le journal israélien Haaretz le rapporte, a fêté la bar mitzvah de son fils en 2009 dans une synagogue. Il a porté les téphilines, il est monté à la Torah. Donc on a affaire à un juif religieux orthodoxe un peu comme Zemmour, en privé, mais qui en public défend une religion, donc une mystique, qui a pour finalité la destruction des religions des goïms, et certainement pas la sienne. C'est-à-dire qu'il lutte contre toutes les orthodoxies, sauf une. Il y a un double discours, clairement. Oui, le double standard, comme disent les Américains. Et alors, d'ailleurs, sur ce double discours, je voudrais vous citer un article qui va complètement dans le sens de votre livre, qui a été publié dans Le Monde du 26 mai 1989. Donc c'est dans Le Monde des livres, c'est complètement la phraséologie habituelle du monde des livres, cet article s'appelle Salonique, une autre France vraie, entre guillemets. C'est un article qui est consacré à l'épistémologue Edgar Morin. Alors je cite,
Longtemps je fus anti-européen, écrivait Edgar Morin dans son dernier livre Penser l'Europe, dans lequel il évoquait l'accident irréparable que fut pour lui la mort de sa mère, cordon ombilical qui l'unissait à une patrie perdue, Salonique, accident qui le poussa à chercher ce qu'il appelle une terre-mère, une matrie, origine matricielle plurielle, dans laquelle il retrouvait les racines d'une famille sans patrie. Devenir français pour tant de métèques qui avaient appris ce qu'étaient les droits de l'homme dans Michelet ou dans Mallet et Isaac, c'était un rêve. Un rêve qui parfois finit par devenir réalité pour certains de ceux qui identifiaient la France à une terre d'accueil, phare de liberté pour les minoritaires du monde extra-européen francisé, assimilés venus de partout, n'oubliant ni leur origine, ni leur place et leur destination dans le monde, n'en déplaise au cerveau racorni des nationalistes bornés et effarouchés par les vertus du métissage. Bon, je passe un petit peu pour aller à l'essentiel. Et là, je cite Edgar Morin. « Le prestige du français est lié, écrit Morin, à celui de la patrie de la liberté, au mythe de Paris. L'essor des idées laïques a favorisé la galomanie, laquelle amplifie en retour l'essor des idées laïques. Cette laïcité met le juif à égalité, à l'inverse de la situation marane classique où le juif subit la religion du gentil, c'est ici le juif qui s'approprie la laïcité du gentil. Note l'auteur admiratif de cette Salonique épanouie, polyglotte et polyculturelle, qui devient en quelque sorte néo-marane. » Édifiant. Alors, Salonique, il faut préciser que c'est le centre historique et le fief des Sabbatéens en Turquie. C'était la Turquie. Le fief des jeunes Turcs. Oui, et le fief des jeunes Turcs, qui sont en partie des Donmets et donc des Sabbatéens. En partie. Youssef Indy, vous dites que le problème est religieux et que c'est donc par le religieux qu'il sera résolu. Qu'entendez-vous précisément par là ? Alors, ce que j'explique dans l'ouvrage, c'est que ce qui a sauvé l'Europe, au départ, c'est l'arrivée du christianisme, puisque la décadence romaine est la conséquence de la disparition des religions romaines, qui a entraîné une décadence économique, politique, et qui a été achevée par les invasions barbares. L'arrivée du christianisme va restructurer l'Europe, et notamment la France. C'est le christianisme qui va forger la France. Et avec la disparition du catholicisme, avec la Révolution française tout au long du 19e siècle et 20e siècle, on voit une déstructuration politique, anthropologique, tout ça, j'en ai parlé. Vous dites que le politique ne peut perdurer s'il n'est pas sous-tendu par une religion. Exactement, c'est les travaux de Gustave Le Bon et à la suite d'ailleurs d'Ibn Khaldoun, mais bon, je ne vais pas rentrer dans le détail, et je suis ce modèle-là, et ce modèle est tout à fait, efficient pour comprendre l'histoire. Et Gustave Le Bon explique, et là on est rentré dans cette phase, c'est que lorsqu'un peuple est dépourvu d'une religion qui cimente, une religion dominante, ou idéologie dominante, à la sauce moderne, on a un effritement des institutions. Et quand cette religion a totalement disparu, on a un effondrement des institutions. Et il dit, et les peuples vivent dans l'anarchie jusqu'à la reconstitution ou la constitution d'une nouvelle religion. Et là, en France, aujourd'hui, la France est entrée dans cette phase-là, dans cette phase où le catholicisme a disparu et où par ricochet, cette religion de la République, où le socialisme et le communisme ont été détruits, puisque le communisme, le socialisme n'existait qu'arc-bouté contre le catholicisme. Donc on a un effondrement total. Et il est probable que la France entre maintenant dans une période d'anarchie avec un effondrement de ses institutions. Un effondrement du régime républicain. Ou une renaissance. Mais la Renaissance suit toujours la période d'anarchie, puisqu'il n'y a pas aujourd'hui en France d'église forte, capable, comme à l'époque de Clovis, de stabiliser la France et l'Europe. Il ne faut pas oublier que ce sont les institutions cléricales, les évêques, qui ont stabilisé politiquement, depuis le haut Moyen-Âge, l'Europe. Et c'est même eux qui s'occupaient de la formation des élites. La mystique de la laïcité par Youssef Indy, chers auditeurs, avec comme sous-titre « Généalogie de la religion républicaine de Junius Frey à Vincent Payon » aux éditions Sigest pour 15 €, avec un total, c'est un petit livre, très facile à lire, très rapide à lire, 124 pages au format de poche. Youssef Indy, merci beaucoup. Merci à vous Vincent Lapierre et merci à toi Xavier.
On vous réinvitera pour votre prochain ouvrage. D'ailleurs, vous êtes en train de l'écrire ? Oui, Racontez-nous. je vais m'y remettre courant 2017 et il est prévu pour courant 2018. C'est le tome 2 ? C'est le tome 2 d'Occident et Islam. Très bien, on attend ça avec impatience. Xavier, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. À la semaine prochaine. Chers auditeurs, avant de nous quitter, je lance cet appel. Si parmi vous des graphistes professionnels ou amateurs souhaitent nous aider, vous pouvez nous contacter à l'adresse comac@hotmail.fr, comac, comac@hotmail.fr. Nous avons besoin de graphistes. Je vous rappelle également que ce samedi aura lieu en Normandie une projection débat du film Hugo Chavez, itinéraire d'un révolutionnaire. En ma présence, la réservation peut se faire à l'adresse normandie.reza@gmail.com. Et ce dimanche à Nantes, cette fois, se déroulera une conférence de Stéphane Blé intitulée La franc-maçonnerie, lumière sur un pouvoir occulte. Les réservations se font à l'adresse conférence.nantes@outlook.fr. Nous vous attendons nombreux. Chers auditeurs, pas mal de sorties ce mois-ci aux éditions Contre-Culture et notamment Le Tournant de la Régence, le dernier livre de Marion Sigaud que nous recevrons d'ailleurs prochainement, ainsi que L'Enfer de Don Juan de notre camarade Félix Niche que nous recevrons également très prochainement. Chers auditeurs, nous allons nous quitter en musique sur les notes de Fireball FC. Leur album French Melancholy est disponible sur le site contreculture.com. Nous allons écouter Everybody Needs a Star. Bonne écoute à tous et à la semaine prochaine. Paid a visit to my friend sometime when I saw the sparkles in your eyes in a glance. I'd only been waiting for the time when the two of us would think it's not right to tell each other the love that we share goes. Everybody needs a star to keep him warm as the world's getting colder. Every day you make me feel I'm a star. I can tell by the way that you look at me. I was walking in the park one day when I saw the reflection on your face in the water. That's when I knew that we both could fly in the same direction, like two birds, free and wild, yearning for the sky. 'Cause everybody needs a star to keep him warm as the world's getting colder. Every day you make me feel I'm a star. I can tell by the way that you look at me.